L'école des relations humaines s'est développée en réaction aux excès de taylorisme qui a engendré des comportements contraires à son objectif en termes d'absentéisme élevé, des accidents de travail, un turnover très élevé, etc. etc. Je vais vous expliquer rapidement l'apport de l'école des relations humaines et la naissance et de comment l'école des relations humaines est née à travers l'étude qui a été menée à la Western Electric à Hawthorne, près de Chicago. Mais avant d'en arriver là, je vais déjà vous donner les 3 principes qui ont été abordés et développés par l'école des relations humaines, que la liberté psychologique ou la marge de manœuvre que détiennent les individus contribue à leur motivation. Les individus sont naturellement besoin d'appartenir à un groupe. Nous allons voir comment les auteurs ont développé cet aspect. Et puis la considération de la direction à leur égard contribue à leur satisfaction. À travers les auteurs fondateurs de cette école, à leur tête Elton Mayo, nous allons aborder également la motivation selon Abraham Maslow, et puis les prolongements de l'étude de Maslow par Friedrich Herzberg, et puis McGregor, et les autres auteurs que je vous recommande d'étudier et de lire. Comment est venue la naissance de cette école des relations humaines? Vous voyez, c'est très curieux parce qu'à l'époque des classiques, c'était une révolution, le fait d'introduire l'organisation scientifique du travail avec toutes les approches qu'on vient de voir et qui effectivement permet aux entreprises d'atteindre un certain nombre d'objectifs en termes d'amélioration de la productivité, etc., etc. Mais à un certain moment, avec l'introduction de ces outils du management qualifiés à cette époque comme étant des outils les plus modernes, les plus avancés, les plus innovants, ça n'a pas produit que des effets négatifs. Donc c'est curieux, c'est comme aujourd'hui vous prenez une grande entreprise très développée qui met en place un modèle, un processus du management très très avancé, et malgré ce processus du management entre guillemets moderne et avancé, ça n'a pas produit des effets très positifs. Donc c'est curieux de savoir comment ça se fait qu'on a mis en place un processus du management assez important et de l'autre côté les résultats ne sont pas assez important, assez positif. De cette expérience de la Western Electric à Hawthorne, près de Chicago, cette entreprise elle a mis en place l'organisation scientifique de travail. Ça n'a commencé qu'à produire une chute de productivité, une diminution de productivité. Alors ils ont fait appel à des chercheurs, à leur tête Elton Mayo, pour leur demander de faire des investigations dans cette entreprise pour expliquer cette situation de l'existence d'un modèle du management à l'époque moderne, mais qui ne produit que des résultats négatifs. Alors, ils ont émis des hypothèses quand les chercheurs, l'équipe de chercheurs dirigée par Elton Mayo est arrivée. Ils ont fait un diagnostic, ils ont émis des hypothèses que peut-être c'est les conditions de travail, ou peut-être ces conditions physiques de travail qui sont derrière cette situation. Alors, par condition physique de travail, ils entendaient, si vous voulez, l'éclairage, le chauffage, etc. Alors, ils voulaient tester cette hypothèse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constitué 2 groupes, un groupe test et un groupe témoin, constitué des opératrices. Le premier groupe a qui lui a amélioré les conditions de travail. Et le deuxième groupe, qui est le groupe test, il a travaillé dans les mêmes conditions initiales, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que le reste de l'usine. Surprise, à la fin de l'expérience, une augmentation de productivité, aussi bien pour le premier groupe que pour le deuxième groupe. Alors là, ils étaient un peu surpris qu'avec l'amélioration des conditions de travail, qui sont l'amélioration de l'éclairage, la productivité elle a augmenté chez les 2 groupes. Alors ils ont demandé aux deux groupes de revenir travailler dans les mêmes conditions que le reste de l'usine. Et là encore une deuxième surprise. Ils ont constaté une amélioration, une augmentation de la productivité dans les conditions initiales, c'est-à-dire sans améliorer les conditions physiques de travail en termes de l'éclairage. Alors là, ils étaient sûrs que le problème ne vient pas de l'amélioration de l'éclairage, mais il y a quelque chose qui expliquait cette augmentation de la productivité qui n'a pas été découverte à leur époque. Alors, c'est là où ils ont mis encore un deuxième dispositif méthodologique de recherche pour
essayer de trouver une solution et des explications à cette situation. Alors là, ils ont découvert que les raisons explicatives de cette augmentation de productivité, tout simplement parce que les deux groupes se sentaient estimés, valorisés, il y a une sorte de reconnaissance. Et le fait que ces opérateurs, ces opératrices étaient choisis, il y avait un sentiment de supériorité par rapport aux autres qui n'étaient pas choisis. C'est là où ils ont découvert globalement que la raison principale de l'augmentation de la productivité chez les deux groupes, c'était les relations humaines, d'où le nom des relations humaines. Alors, les principales conclusions de Mayo sont les suivantes, à travers bien évidemment toute cette étude et ces recherches qui ont été menées au niveau de cette usine. Elle a conclu que la capacité de travail accomplie par un individu n'est pas déterminée par sa capacité physique, comme c'était le cas chez les classiques et chez Taylor, mais beaucoup plus par sa capacité sociale, c'est-à-dire son intégration sociale et son appartenance à un groupe. Et les récompenses non financières, ce qui est aussi le contraire de modèle taylorien, en termes d'estime, en termes de relations sociales, il joue un rôle très important, essentiel dans la motivation, la spécialisation de l'organisation scientifique de travail n'est pas la forme la plus efficace de l'organisation. Et puis, depuis cette date, l'effet de Hawthorne désigne la tendance des travailleurs qui bénéficient d'une attention particulière à donner les résultats escomptés. Vous allez tout de suite remarquer que l'apport principal de Elton Mayo, c'est la découverte d'un nouveau mouvement dans la définition du management qui explique la motivation du personnel de l'entreprise et les relations sociales. Quand ils se sentent estimés, se sentent valorisés, ils sont beaucoup plus motivés que lorsqu'ils bénéficient d'une augmentation de salaire. Et d'ailleurs, on disait, suite à cette découverte, chez les relations humaines, il faut passer la main sur le dos d'un salarié pour le motiver. Le fait de passer la main sur le dos d'un salarié, c'est juste de reconnaître son existence, de reconnaître ses efforts, et ça, c'est très important. Alors, dans le prolongement de ces études sur les relations, l'appartenance au groupe, Maslow, il a fait une étude sur la motivation liée à la satisfaction des besoins à travers sa célèbre pyramide, très connue par la pyramide de Maslow. Alors, Maslow, il explique la psychologie de la motivation par la hiérarchie des besoins. Quand vous voyez sur ce schéma, trois remarques assez importantes par rapport à la théorie de la motivation selon Abraham Maslow à travers la hiérarchie des besoins. Est-ce que les besoins sont classés d'ordre inférieur jusqu'à ordre supérieur, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5 qu'on voyait sur la présentation. Et puis deuxième caractéristique de ce modèle, on ne peut pas satisfaire un besoin d'ordre supérieur alors que le besoin inférieur n'est pas satisfait. Troisième caractéristique, plus on monte sur la pyramide, plus on tend vers des besoins beaucoup plus individuels. Alors, quand j'ai fait des petites recherches, j'ai été un peu surpris qu'il y ait un classement par des versets coraniques, et là je reviendrai beaucoup plus en détail sur ces aspects en présentiel. Le niveau 1 et le niveau 2, ce sont des besoins communs à tout le monde. Là, il y a un verset coranique qui dit donc c'est par rapport au besoin numéro 1 des besoins physiologiques et le besoin numéro 2 le besoin de sécurité d'une manière générale. Alors, la sécurité au sens large du terme, mais quand on parle de la sécurité dans le travail, c'est d'abord le contrat de travail qu'il est l'employeur et l'employé qui assure sa sécurité. Et là, je profite de cette occasion pour vous donner un exemple très simple de l'importance de la hiérarchisation des besoins selon Maslow. Maslow disait on ne peut pas satisfaire un besoin d'ordre supérieur alors que le besoin d'ordre inférieur n'est pas satisfait. Exemple très simple, prenez une entreprise qui fait travailler une assistante. Quand il offre à cette assistante de direction, une assistante d'un département, toutes les conditions nécessaires pour le travail, c'est-à-dire un très bon bureau, très confortable, avec des outils de travail très développés et un environnement de travail très agréable. Alors quand vous allez offrir à cette assistante cet environnement de travail très agréable, c'est une sorte d'estime
et de valorisation de la personne. Alors, et cet assistant n'a pas de contrat de travail. Il ne va jamais être motivé, même si vous allez lui satisfaire un besoin d'ordre supérieur au niveau 3 ou au niveau 4. Si le besoin inférieur, qui est besoin de sécurité, n'est pas satisfait, cette personne ou cet individu ne sera jamais motivé. Et Maslow disait, il ne sert à rien de proposer à un individu d'organiser son travail comme il l'entend, besoin d'estime et de reconnaissance, si ce travail est un travail précaire, car le besoin inférieur de sécurité n'est pas satisfait. Voilà, si vous voulez, rapidement, l'apport de Maslow et la hiérarchisation des besoins selon Maslow, donc une pyramide qui permet de clarifier un petit peu ce processus de motivation de l'entreprise. Là, vous allez voir, il y a plusieurs exercices que nous allons faire en présentiel pour clarifier à travers des exemples la motivation selon Maslow. Après Maslow, Frédéric Herzberg. Alors Frédéric Herzberg, si vous voulez, il a prolongé les travaux de Maslow pour expliquer les motivations des hommes. Pour lui, il distingue deux choses qu'il appelle les facteurs d'hygiène et les facteurs motivants ou les facteurs de sécurité. Alors les facteurs d'hygiène qui doivent être réalisés sous peine d'insatisfaction, ils ne sont cependant pas source de motivation. Leur absence est une source de démotivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les facteurs d'hygiène, ce sont des facteurs quand ils sont réunis, la personne n'est pas motivée. Quand ils ne sont pas réunis, la personne peut être démotivée. Je reviens toujours à cet exemple, le contrat de travail. Si vous faites signer un contrat de travail à un employé, c'est normal. Il ne va pas être motivé parce que c'est légitime, c'est normal, mais quand il travaille sans contrat de travail, l'absence de contrat de travail peut le démotiver. C'est ce que Herzberg appelle les facteurs d'hygiène. Les facteurs de sécurité vont être la source réelle de la motivation, sont comme le besoin de participation, d'accomplissement, etc. Ça veut dire que c'est des besoins ou des facteurs direct de la motivation, comme vous voyez sur ce schéma, les facteurs de satisfaction, d'épanouissement de l'individu. Donc j'essaie un petit peu de les classer comme la réalisation de soi, l'évolution de carrière, l'autonomie, la responsabilité, la reconnaissance, l'intérêt au travail. Ça c'est juste un exemple, la liste n'est pas exhaustive, mais il y en a plusieurs. Alors sur ce schéma, vous voyez très bien que les facteurs d'hygiène, c'est les facteurs, quand ils sont réunis, ne motivent pas, leur absence démotive. Et les facteurs de motivation et de sécurité, c'est les facteurs qui sont des facteurs directement liés à la motivation. Alors, l'analyse, si je dois résumer un peu l'apport de Herzberg, son analyse met l'accent sur la différence de fonctionnement des besoins identifiés par Maslow. C'est pour cela que son apport est toujours classé comme étant un prolongement des travaux de Maslow. Certains facteurs ou certains besoins sont motivants, d'autres sont seulement sécurisants. Ça veut dire elle sécurise la personne pour ne pas arriver à une situation démotivante. Alors ces deux facteurs ne s'opposent pas, mais leur distinction, selon Herzberg, permet de comprendre pourquoi certains politiques répondent à des facteurs d'hygiène, limitent le mécontentement de l'individu, mais ils ne le motivent pas. Voilà, si vous voulez, l'apport de Herzberg est toujours dans le même sens d'idée. MacGregor, avec sa théorie X et sa théorie Y, il a complété les travaux de Herzberg et de Maslow. Suite à l'analyse des différences de résultats obtenus par plusieurs directeurs de compagnies d'assurance. Alors MacGregor, il a constaté que les directeurs peu performants ont les caractéristiques suivantes. Leur attention est centrée sur la tâche à accomplir et pas sur l'homme. Et l'organisation classique du travail leur paraît suffisante pour obtenir les résultats requis des subordonnés. À l'inverse, de l'autre côté, les directeurs performants cherchent à motiver leurs subordonnés en comprenant leurs valeurs personnelles. Alors, comme vous voyez sur ce schéma, la théorie X, son postulat du bas, c'est que les hommes sont paresseux, il faut les contrôler pour qu'ils travaillent. Les hommes contrôlés ne sont pas épanouis, etc., etc. Et la théorie Y, c'est totalement
L'inverse, les hommes ont besoin d'être responsables. Donc on revient un petit peu, si vous voulez, à quelques principes qui ont été déjà développés par Herzberg. Il y en a plusieurs, donc on ne va pas malheureusement traiter tous les auteurs de l'école classique ou les grands auteurs, comme on les appelle de l'école classique, comme par exemple Kurt Lewin. Il a introduit dans l'analyse des organisations pour la première fois un phénomène qualifié de dynamisme de groupe. Alors, le dynamisme de groupe qu'il a défini avec 3 types de leadership. Donc, ça veut dire bien gérer un groupe nécessite, si vous voulez, une sorte de leadership. Et là, j'ouvre une parenthèse. Le leadership, c'est un concept très, très, très important. Comme d'ailleurs le management, comme on dit, c'est l'un des concepts qui a bénéficié de plusieurs recherches, et plus on l'étudie, moins on le comprend. C'est un peu comme le bonhomme de neige qui laisse toujours des traces, mais personne ne l'a jamais vu. C'est un peu le cas pour le management et les recherches qui ont été menées et conduites pour clarifier ce concept. Alors, le leadership, je vous renvoie à une célèbre étude de Kozes et Posner sur le leadership. Ils ont fait une enquête assez importante sur 1 million de personnes, toutes les cultures différentes. Leur objectif, c'est quoi? Leur objectif était de définir les qualités d'un leader. Donc là, je vais fermer la parenthèse parce qu'on ne va pas aborder ce sujet, mais je vous renvoie à cette célèbre étude qui me semble assez importante. Alors, pour Kurt Lewin, le leadership démocratique, il est préconisé, c'est-à-dire il a été qualifié par Lewin comme étant le type de leadership le mieux ou le plus efficace. Alors qu'aujourd'hui, ni le management, ni le leadership, ni le style de leadership, il n'y a pas un style meilleur que les autres. Le style de leadership, le meilleur, c'est un style situationnel. Ça veut dire, pour chaque situation, il doit y avoir un style approprié. Pour chaque entreprise et pour chaque contexte et pour chaque situation, il doit y avoir un modèle du management approprié. Le meilleur modèle qui était en vogue chez les classiques n'est plus valable et n'existe plus aujourd'hui. Alors voilà pour Kurt Lewin. Et je vous invite à lire attentivement le syllabus pour avoir beaucoup plus d'informations sur les autres auteurs qui ont fondé l'école des relations humaines, mais également et surtout de pouvoir comparer la conception ou l'approche ou l'apport de l'école des relations humaines par rapport à l'école classique. Je pense, si on va comparer entre les deux, que les relations humaines, ils ont commis la même erreur que les classiques. Les classiques, ils ont basé et fondé tout leur modèle sur l'organisation, ils ont oublié les relations humaines, et les relations humaines, ils ont basé tout leur modèle sur les relations humaines, ils ont oublié l'organisation. Donc on peut dire qu'ils ont commis la même erreur que les classiques. Et d'ailleurs, on parle aussi de One Best Way chez les classiques, parce que les classiques considèrent que la meilleure façon de manager les organisations, les entreprises, de leur permettre d'améliorer leur productivité, c'est de se concentrer uniquement sur les relations humaines à travers tous les apports des auteurs que je viens de citer. C'était le cas chez les classiques, sauf que les classiques, ils se sont appuyés sur la capacité physique des ouvriers et les relations humaines sur la capacité sociale, d'où cette constatation et cette conclusion que la même erreur a été commise par les uns et les autres.